Bonjour Claudine Le Tourneur-Dizon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé en égyptologie et auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, le voici, Les Immortels, l'épopée de Christiane Desroches-Noblecourt pour sauver les temples de Nubie. C'est aux éditions du Cerf. Alors vous racontez comment la célèbre égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt s'est battue pour sauver presque miraculeusement les prestigieux temples égyptiens d'Abou Simbel. Oui, c'est les 20 ans de combat de Christiane Desroches-Noblecourt. Donc l'année dernière, j'avais présenté sa biographie et il me semblait absolument nécessaire de faire un livre concentré sur ces 20 années de combat. Bon, elle n'a pas été la seule, évidemment, mais c'est elle quand même qui l'a initiée et je pense que si elle n'avait pas été aussi volontaire, aussi farouche, si elle ne s'était pas autant battue, il y a de fortes chances que les temples soient aujourd'hui sous l'eau. Donc, Sous l'eau. Voilà, soit sous le lac Nasser, engendré par le grand barrage d'Assouan. Alors revenons justement sur ce que représentent d'abord ces temples d'Abou Simbel dans le patrimoine de l'humanité. On parle donc là de 2 temples qui ont été taillés dans la roche au XIIIe siècle avant Jésus-Christ à la demande de Ramsès II. Déjà, à quoi est-ce qu'ils ressemblent ces 2 temples et qu'est-ce qu'ils abritent ? Ce sont des temples qui déjà ont été creusés dans la roche, c'est-à-dire creusés dans la montagne. Ils sont à l'extrême sud de la Nubie égyptienne, c'est-à-dire tout près de la frontière soudanaise. Et ils sont très symboliques dans l'esprit de Ramsès. C'était pour bien instaurer à la fois lui en tant que roi, mais aussi en tant que divinité. Relié évidemment au fleuve, puisque le fleuve était considéré aussi comme une divinité. C'est la divinité nourricière qui apportait le limon et qui faisait vivre l'Égypte. Enfin, tout ça est extrêmement, dans un contexte extrêmement religieux. Et donc, ces 2 temples ont été construits pratiquement durant le règne de Ramsès, qui a été extrêmement long, qui a duré 67 ans. Et il a construit avant toute une série de temples. Il y a 7 temples qui partent du sud d'Assouan ce sont des sanctuaires en quelque sorte, et qui amènent aux 2 temples creusés dans la montagne et qui sont absolument prodigieux d'architecture. C'est-à-dire quand on est devant le temple de Ramsès II et qu'on voit ces 4 colosses assis qui font 20 mètres de haut et qui sont la façade du temple alors que tout le reste est à l'intérieur. C'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Et à côté, vous avez Ramsès qui avait une très haute opinion des femmes et qui a, pour la première fois, après Akhenaton dans l'histoire de l'Égypte ancienne, mis son épouse sur un pied d'égalité avec lui, a construit pour Néfertari, son épouse favorite, ce petit temple, en fait, qui est lui aussi creusé dans la roche, avec 6 statues monumentales, dont celle de Ramsès et de son épouse. Et si fascinant et impressionnant soit-il, les temples d'Abou Simbel sont finalement oubliés par l'histoire avant d'être découverts au XIXe siècle par un explorateur suisse. Oui, absolument. Et donc, ces temples ont été, parce que c'est le désert tout autour, et donc ces temples ont été complètement recouverts au fil des siècles par le sable. Et donc, on voyait plus l'entrée. Non seulement on voyait plus l'entrée, mais en même temps, personne ne venait dans cette région qui est quand même extrêmement reculée. À l'époque, avant la construction du barrage, pour pouvoir aller remonter le Nil pratiquement jusqu'au Soudan, il fallait 5-6 jours. C'était que les commerçants ou les voyageurs qui faisaient ce périple. Il n'y avait jamais vraiment de touristes. Et donc, ils avaient quasiment disparu. Il ne restait plus que le haut de la tête, une des têtes de Ramsès. Et donc, il a fallu dégager des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable avant de se rendre compte qu'il y avait une entrée et qu'à l'intérieur, il y avait des salles et que tout était encore dans un état exceptionnel, puisque ça avait été bien préservé. Et des temples incroyables. On en vient à ce fameux sauvetage rocambolesque. Donc là, c'est un demi-siècle plus tard, on est en 1954. Le président égyptien Nasser annonce la construction d'un immense barrage sur le Nil.
ce qui implique, vous l'avez dit, de noyer toute la région et donc les fameux temples. Pour quelle raison d'abord est-ce que le président Nasser souhaite se lancer dans cette grande entreprise? Alors il faut replacer Nasser dans son contexte. Nasser est le premier président égyptien depuis des siècles, puisque l'Égypte a été envahie, a été sous domination étrangère pendant des siècles, après la fin de l'ère pharaonique. Et donc c'est un événement. Nasser, en plus, est un fils de paysan qui vient du sud. Donc l'objectif de cet homme qui a bataillé quand même pour arriver au pouvoir, c'est de moderniser son pays, c'est de mettre un terme à ce qu'il considère la chose la plus perturbante de son pays, c'est l'inondation. Et pourquoi tout ce projet d'arrêter l'inondation, c'est aussi que l'Égypte a une croissance démographique exponentielle. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'habitants, donc il faut les nourrir. Et il n'y a pas assez de terres cultivables. Donc, en mettant fin à l'inondation, donc on pourra mieux gérer les terres et en même temps, on va pouvoir construire une centrale, elle va donner de l'électricité à tous ces villages qui n'en ont pas et industrialiser le pays. C'est ce que veut Nasser, c'est moderniser l'Égypte. Et donc pour lui, à ce moment-là, il n'y a aucune autre solution que de construire ce gigantesque barrage. Et en même temps, c'est sa propre pyramide, parce qu'il va laisser une trace, comme l'ont fait ses prédécesseurs, les pharaons, une trace dans l'Égypte pour l'éternité, pense-t-il. Mais à ce moment-là, Nasser ne pense absolument pas au patrimoine qui va être inondé. Pour lui, l'urgence absolue, c'est de construire son barrage. Et c'est là que va intervenir justement Christiane Desroches-Noblecourt. Pour elle, la submersion de la Nubie, c'est un drame insupportable. D'abord, qui est-elle, Christiane Desroches-Noblecourt? D'où lui vient cette passion fiévreuse pour l'Égypte? Christiane Desroches-Noblecourt est la grande égyptologue qui a marqué, la seule femme qui a vraiment laissé son nom dans toute l'histoire de l'égyptologie depuis Champollion. Bon, l'égyptologie naît avec Champollion en 1822 et il y a eu beaucoup de grands égyptologues français. La seule et unique femme qui laisse véritablement son nom dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est elle. Pourquoi? C'est une femme qui est née en 1913, qui s'est pris dès son jeune âge de passion pour l'Égypte, qui a eu des parents extrêmement ouverts et très cultivés, qui lui ont laissé faire les études qu'elle voulait faire, alors que ça paraissait complètement utopique pour une femme de faire des études d'égyptologie à ce moment-là. Et donc, elle a suivi sa trajectoire, elle a été adoubée par ses professeurs. Et ensuite, elle a rencontré le monde masculin des sciences et de l'égyptologie qui s'est vraiment braqué contre elle. Elle a dû batailler et c'était une extraordinaire personnalité. J'ai eu la chance de la voir comme professeure pendant 4 ans à l'école du Louvre, avant qu'elle ne parte à la retraite. Et je peux vous dire que rien ne pouvait lui résister. Donc en 1954, elle est au Caire pour travailler et elle entend parler de ce projet de barrage. Et elle se rend compte qu'autour d'elle, les Égyptiens, quels qu'ils soient, sont absolument indifférents pour eux, peu importe, pourvu que l'Égypte soit modernisée avant tout. C'est ça qui compte avant tout. Condamner la Nubie, c'était condamner la radiance de ce qui fait la civilisation égyptienne, autant que les Égyptiens, affirment-elle dans des propos que vous rapportez dans votre livre. Comment justement vont réagir les Égyptiens à toutes ces manœuvres pour sauver les temples d'Abou Simbel? Ils réagissent très peu, à part un tout petit noyau autour d'elle, dont le nouveau ministre de la Culture, Nasser crée un poste de ministre de la Culture qui sera Sarwat Okasha, qui est un grand monsieur, qui est un monsieur extrêmement brillant, éduqué, et qui a tout à fait conscience de la perte que ce serait pour l'Égypte ce patrimoine. Et donc il la soutient et avec elle, il essaye de trouver des solutions. Et pendant 6 ans, de 1954 à 1960, donc 1960, l'appel à l'UNESCO pour l'ouverture de la campagne de Nubie,
eh bien, elle rame, quoi. Personne ne l'écoute. Ou alors on lui dit, mais c'est totalement chimérique, c'est utopique, et puis mêlez-vous de ce qui vous regarde, ce ne sont pas vos temples. Donc elle se heurte vraiment à un mur, soit d'indifférence, soit on lui rit au nez en lui disant, mais vous n'allez pas déplacer des montagnes. Et finalement, elle va réussir à convaincre non seulement le ministre de la Culture française de l'époque, français de l'époque, André Malraux, mais également l'UNESCO, eh bien, d'organiser le sauvetage des temples. Absolument. Alors la chance qu'elle a, avant même Malraux, parce que Malraux est nommé ministre en 58, mais il a eu un rôle extrêmement important, et elle rencontre, on lui fait rencontrer celui qui va devenir le directeur général de l'UNESCO, qui s'appelle René Maheu. Et cet homme est un homme à qui le projet en fait de sauvetage des temples est exactement en phase avec ce que pour lui devrait être l'UNESCO. Il faut bien se dire qu'à ce moment-là, l'UNESCO a été créée en 1945 par les Nations Unies. C'est encore une toute petite organisation qui n'a pas vraiment d'argent, qui n'a pas de pouvoir. Maheu, en devenant le directeur général, Maheu est un homme visionnaire, Maheu est un homme extrêmement intelligent. Et là, en discutant avec Christiane Desroches-Noblecourt, elle lui tend sur un plateau d'argent, en fait, ce que lui rêve de faire de l'UNESCO, c'est-à-dire une force spirituelle planétaire tournée vers l'humanisme, tournée vers la protection des antiquités, du patrimoine et de la culture. Donc Maheu a eu un rôle fondamental aussi, puisqu'il a pris les choses en main et qu'il a organisé cet appel du 8 mars 1960 à l'UNESCO, où sont réunies les nations qui appartiennent à l'UNESCO et où on demande à ce moment-là, et Malraux à ce moment-là fait un discours magnifique. Qui est resté dans les annales. Qui est resté dans les annales et qui est en prologue de mon livre, parce que je trouvais que le discours de Malraux raconte tout, dit tout absolument de cette fameuse campagne de Nubie. Merci beaucoup pour ce récit, Claudine Le Tourneur, disons, cette campagne de Nubie qui est donc à retrouver dans votre livre que vous racontez, Les Immortels, l'épopée de Christiane Desroches-Noblecourt pour sauver les temples de Nubie. C'est aux éditions du Cerf et c'est à retrouver bien entendu en librairie. Merci encore Claudine Le Tourneur, disons, d'avoir été sur le plateau de Point de Vue aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup.